Avant le déroulement du vote, il faut rappeler que depuis 7 ans, l'opposition guinéenne se bat pour obtenir l'organisation de ces élections locales. Plusieurs manifestations ont été organisées. Ces manifestations ont été réprimées dans le sang. Il y a eu beaucoup de morts pour lesquelles il n'y a jamais eu de justice. Il n'y a même pas eu de sanctions administratives à l'endroit des responsables des forces de défense et de sécurité qui ont réprimé ces manifestations. Donc, dans une certaine mesure, c'était une victoire de l'opposition d'obtenir enfin, au forceps, l'organisation de ces élections locales. Malheureusement, ces élections étaient entachées d'irrégularités flagrantes. Le parti au pouvoir, se rendant compte que l'UFDG était en train de l'emporter dans la plupart de circonscriptions réputées dans le passé comme étant des fiefs du RPG, s'est organisé pour bourrer les urnes. D'abord en mettant clandestinement à la disposition des chefs de quartier qu'il avait nommés des cartes d'électeurs qui n'avaient pas été retirées par les titulaires. Et ensuite, en faisant remettre à ces chefs de quartier des procurations permettant justement d'utiliser ces cartes d'électeurs pour voter en faveur du parti présidentiel, si bien qu'il y a eu un grand bourrage des urnes. Mais ça n'a pas suffi. Malgré cette fraude-là, l'UFDG est sorti majoritaire dans la plupart des circonscriptions, notamment de la forêt et de la Basse-Guinée, c'est-à-dire la côte, en plus de la Moyenne-Guinée, du Fouta-Djallon. Comme ça n'a pas suffi, aujourd'hui, le pouvoir est en train de manipuler les magistrats chargés de présider les commissions administratives de recensement des votes pour annuler les bureaux de vote dans lesquels l'UFDG est arrivé largement en tête. C'est notamment le cas qui prévoit actuellement à Dabola, une circonscription qui est au centre de la Guinée, mais surtout à Kindia, qui est considérée comme la capitale de la Basse-Guinée, où l'UFDG l'a emporté largement. Mais on procède à l'annulation, en procédant à l'annulation des PV des bureaux de vote où l'UFDG est majoritaire, donc les magistrats de la commission administrative de recensement réussissent à réduire fortement les suffrages de l'UFDG pour faire remonter un peu l'ORPG, le parti présidentiel. C'est ce qui se passe à Kindia, qui est beaucoup disputé. Le pouvoir n'a jamais digéré que l'UFDG soit majoritaire parce que M. Alpha Condé et ses ministres veulent toujours dire que l'UFDG est un parti confiné en Moyenne-Guinée au Fouta-Djallon. Or, nous avons, à travers ces élections, à travers nos performances en Basse-Guinée et en forêt, prouvé justement le contraire. Il ne veut pas que cela soit. Donc, on se livre à ces annulations pour réduire le score de l'UFDG et accroître ainsi celui du RPG, puisque le RPG vient tout souvent en second. Donc cette forme de fraude-là, actuellement, a pris une ampleur telle que nous sommes très préoccupés. Mais j'ai lancé un appel à mes militants, rester mobilisés pour vraiment refuser cette fraude et imposer la vérité des urnes. Nous avons accepté le coup KO en 2015, qui était une mascarade électorale, un hold-up honteux, un hold-up électoral. En 2010, vous le savez, nous avons accepté au nom de la paix aussi le vol. Et cette fois-ci, nos militants sont déterminés justement à se battre pour imposer la vérité des urnes. L'UFDG s'est organisé cette fois-ci. Nous avons envoyé des délégués au bureau de vote, des gens qui ont pris vraiment tous les résultats de tous les bureaux de vote avec la copie du PV de dépouillement. Si bien que nous avons mis en place un centre de centralisation parallèle et nous avons pu obtenir les résultats de la plupart des circonscriptions. Et c'est le cas de Dixit, on a sorti les résultats issus des urnes. Maintenant, ces résultats risquent d'être, la volonté du gouvernement, c'est de les changer pour déclarer vainqueurs les listes du RPG, du parti présidentiel. Sinon, nos centralisations étaient objectifs, c'est à partir des PV des bureaux de vote, parce qu'on n'a pas pu, à partir de la fraude organisée au niveau des bureaux de vote,
vaincre l'UFDG. Maintenant, c'est au niveau de la centralisation que les gens sont en train de se livrer à cette besogne qui consiste à annuler beaucoup de bureaux de vote où l'UFDG est sorti largement majoritaire. Il y a eu une abstention. Beaucoup de partisans de M. Alpha Condé sont découragés par la qualité de la gouvernance, par la médiocrité de la gouvernance et par le fait qu'il n'a pas pu répondre aux attentes de la population. Et ils ont opté pour l'abstention en n'allant pas rechercher leurs cartes, si bien qu'il y avait beaucoup de cartes qui n'avaient pas été récupérées par les titulaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces cartes ont été utilisées par le pouvoir avec la complicité des démembrements de la CENI et des chefs de quartier, qui sont tous nommés, je le rappelle, par le parti présidentiel, puisqu'il n'y a pas eu d'élection locale depuis 2010. Et donc, cette abstention primaire a permis donc d'avoir beaucoup de cartes non livrées, et il y en a qui ont récupéré leurs cartes et qui n'ont pas voté. Effectivement, la participation n'a pas été aussi forte que lors des élections précédentes. Oui, bien sûr, je suis très confiant. Nous avons fait des performances extraordinaires dans beaucoup de régions qui étaient supposées être des fiefs du parti présidentiel. C'est ce qui dérange un peu le pouvoir et qui l'amène à prendre des dispositions pour justement changer les résultats issus des bureaux de vote en manipulant les magistrats chargés de présider les commissions administratives de centralisation des votes. Nous avons prouvé à travers ces élections que notre capacité de mobilisation s'est accrue. Le corps électoral qui fait confiance à l'UFDG aussi a fortement augmenté. Notre défi majeur, c'est comment lutter contre la fraude. S'il y a une élection transparente, aucun parti en Guinée ici ne peut battre l'UFDG. C'est évident qu'on n'est plus avec Alpha Condé, là, le rapport 44%, 18% de 2010, parce qu'il y a beaucoup d'adhésions opportunistes chez lui, mais l'UFDG reste la première force politique du pays. Le seul problème qu'on a, c'est les élections, la transparence des élections. Et parce que M. Alpha Condé, non seulement a tripatouillé le fichier, il a augmenté le corps électoral dans ce qui est considéré comme ses fiefs en faisant recenser tous les enfants de plus de 10 ans. Il est vrai que la CENI est inféodée au pouvoir et souvent elle délivre les résultats que M. Alpha Condé lui demande. La justice, naturellement, ne rend pas la justice. Elle aussi, elle est souvent inféodée. Voilà le problème auquel on est confronté en Guinée ici. C'est-à-dire que les acteurs politiques se battent, mobilisent, mais comme le scrutin n'est jamais transparent, c'est des mascarades, c'est des hold-up électoraux. Et naturellement, avec M. Alpha Condé, c'est ça le handicap de la démocratie dans notre pays. Oui, parce qu'on avait pensé, M. Alpha Condé, qui revendiquait être un professeur de droit, qui s'est battu pendant 40 ans pour la démocratie et les droits humains, on avait pensé qu'il allait avoir à cœur la construction d'une démocratie apaisée. Malheureusement, ce n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est l'exercice et le maintien du pouvoir par la ruse, par la violence, en violant régulièrement, de manière récurrente, les règles de l'état de droit et même de la démocratie. Si bien qu'il n'y a pas de démocratie, hélas, en Guinée. C'est d'abord mettre en place une véritable administration au service du peuple, en combattant de manière énergique la corruption, le laxisme et l'impunité qui prévalent actuellement, et pour qu'on ait une administration au service de la population, une justice indépendante, et des fonctionnaires compétents et rigoureux, dans la mesure où, par l'exemple, nous-mêmes, nous allons montrer quelle est la voie à suivre. Parce que nous allons faire en sorte que le changement soit obtenu par le changement, par la qualité du leadership, que les gens comprennent qu'il n'est plus possible d'obtenir des passe-droits ici, des marchés de gré à gré, en respectant les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie, en protégeant naturellement les droits humains. Je pense que c'est possible lorsqu'il y a un leadership de qualité. Les Guinéens ont soif de ça, de ce changement. Ils n'arrivent pas à l'obtenir. Ils ont toujours été trahis par les dirigeants. Et là, je pense que la confiance que les Guinéens me portent, c'est parce qu'ils savent que je suis attaché à la parole donnée et au respect de la loi. Et ils savent bien que lorsque je
je décide, je n'arbitre pas, je ne décide pas sur la base d'autres critères que l'intérêt de la collectivité. Et c'est cette confiance qui fait que je traîne tant de foule, j'ai une capacité de mobilisation aussi importante et un corps électoral qui est resté fidèle et constant parce qu'ils ont confiance en mon leadership. L'économie de la Guinée se porte mal. C'est vrai qu'on a enregistré un taux de croissance d'un peu plus de 6%, mais qui est tiré exclusivement par la bauxite. Cette bauxite est exportée vers la République populaire de Chine sans aucune transformation sur place. Et la Guinée se prive ainsi de beaucoup d'emplois et de valeur ajoutée en renonçant à la transformation de cette bauxite sur place. Alors qu'au début des années 2000, le gouvernement guinéen avait signé des conventions avec les compagnies minières, au terme de quelles conventions celles-ci s'étaient engagées à construire des usines d'alumine et des usines d'aluminium dans notre pays. Ce qui n'a pas été fait. Et malheureusement, le gouvernement a délié ces compagnies de cet engagement qui était conventionnel et aujourd'hui, naturellement, on exporte cette bauxite brute sans respecter la moindre règle de l'environnement et sans respecter non plus l'intérêt des collectivités qui sont dans l'environnement immédiat de ces projets d'exploitation minière. Donc, du fait de l'augmentation des quantités de bauxite produite et exportée, il y a une croissance. Mais celle-ci n'est pas partagée, si bien que la pauvreté continue de s'aggraver et il n'y a pas donc amélioration des conditions de vie de la population. En plus, il y a une destruction de l'environnement, une réduction des surfaces cultivables, une pollution des sources d'eau et beaucoup d'autres impacts négatifs sur l'environnement et sur les collectivités qui vivent dans l'environnement de ces projets d'exploitation minière. Donc l'économie ne se porte pas bien, il n'y a que la bauxite qui est aujourd'hui produite et exportée sans aucune transformation et sans impact sur les autres secteurs. Au contraire, il y a des impacts négatifs, comme je viens de le dire, sur l'environnement et sur les ressources en eau et sur la santé des populations. Oui, c'est la qualité des politiques publiques. Je pense qu'il y a ce facteur qui est bloquant, la confiance. Le gouvernement qui est là, qui avait suscité beaucoup de confiance, celui d'Alpha Condé. Après la transition, il y avait beaucoup de projets, mais très rapidement, face aux maladresses et aux incohérences du président de la République, beaucoup de projets n'ont pas pu voir le jour et les gens ne sont pas venus comme on l'attendait. Bon, M. Alpha Condé, c'est parce qu'Ebola était là, il ne veut pas faire l'autocritique, voir que la qualité des politiques publiques, la volonté de nationaliser, d'être propriétaire des investissements. Je vous donne un exemple, le projet Rio Tinto sur le Simandou. Il y avait 2 projets importants qui devaient être réalisés, qui devaient se traduire par des investissements de plus de 20 milliards de dollars pour l'exploitation de cette mine de fer. Avec la construction d'un chemin de fer qu'on appelle le Transguinéen pour 600 à 700 km et un port en eau profonde à Matakan sur la côte guinéenne à partir duquel on devait pouvoir évacuer ce minerai de fer qui est l'un des plus riches actuellement au monde. Mais très rapidement, M. Alpha Condé a modifié le code minier, a voulu modifier les conventions pour dire que toute infrastructure qui sera créée appartiendrait à la Guinée à plus de 50%. Naturellement, les compagnies disent, bon, on attend que la Guinée trouve les ressources nécessaires pour réaliser ces infrastructures. Or, le pays n'a pas la crédibilité pour emprunter un tel montant. Donc, le projet a retardé, on a multiplié les renégociations, les remises en cause des conventions, des régimes fiscaux, au point que les investisseurs sont découragés. Entre-temps, le marché s'est effondré parce que l'économie a un cycle. Le prix du fer était à plus de 160 $ la tonne, et puis il est tombé à moins de 50 $. Et compte tenu du coût très élevé des infrastructures qui devraient accompagner l'exploitation du Simandou, on ne pouvait plus le faire, on ne l'a pas fait. Ce qui aurait permis de doubler
le PIB de la Guinée et de créer près de 100 000 emplois. Bon, donc ça c'est la qualité de la politique publique, d'une expérience des dirigeants et qui ne pouvaient pas réaliser que c'était un cycle, qu'il fallait saisir l'opportunité offerte par le niveau très élevé des cours du fer et ne pas chercher à être propriétaire, faire en sorte que l'infrastructure soit là rapidement et pour que l'exploitation démarre et qu'on puisse accroître les emplois et la valeur ajoutée dans notre économie. Pour le moment, il n'y a pas, les infrastructures sont dans un état délabré. Ce qu'il dit avec l'accord sino-guinéen, les Chinois vont mettre 20 milliards de dollars à la disposition de la Guinée pour moderniser les infrastructures et pour booster le développement du pays. Pour le moment, c'est un engagement, ça dépendra dans une certaine mesure de la capacité d'absorption du pays et de la qualité de l'administration. Or, il n'y a pas à cet égard, à ce niveau de réforme. Il y a la corruption à un niveau très très élevé, le laxisme, l'impunité, on place des gens parce qu'ils sont proches, ils sont des proches parents ou c'est des militants du parti sans qu'ils aient toujours la compétence et la capacité d'assumer la responsabilité qui leur est confiée. Mais c'est pour en profiter dans la plupart des cas. Donc tant que cette situation ne change pas, malgré la bonne volonté des partenaires qui souhaitent aider la Guinée, ce sera très difficile qu'on puisse non seulement tirer sur ces ressources-là, mais donner à ces projets financiers tout l'impact attendu, puisqu'avec la corruption, les délais, les surcoûts créés par ces facteurs, ce n'est pas toujours évident que le projet apporte la valeur ajoutée qu'on attend. Beaucoup de choses. Bon, j'aime le pays de la Teranga, où j'ai beaucoup d'amis, depuis toujours. Depuis que j'étais directeur à la Banque centrale, j'ai fait quelques stages à la BCAO, je connais, et puis j'ai même de la famille, parce que j'ai beaucoup de gens de ma famille qui avaient émigré vers le Sénégal, qui étaient dans le cadre de la traite arachidière. Certains sont partis, qui étaient des navetans, des jeunes, qui sont des oncles, qui sont restés. D'autres aussi étaient partis, comme c'était la capitale de l'AEF. Certains même étaient des domestiques chez les commerçants syriens ou libanais, ou au niveau des fonctionnaires coloniaux. Donc j'ai plein de la famille. Là-bas, certains aussi étaient venus faire du commerce. J'ai plein de la famille, j'ai des cousins, j'ai des tantes, j'ai des nièces. Et surtout, j'ai beaucoup d'amis au niveau de la classe politique, au sein de l'administration, au niveau des hommes d'affaires, des gens qui m'ont apporté parfois leur appui ou leur estime. Et vraiment, je me sens chez moi à Dakar, comme vous le savez. C'était une perception créée et entretenue par mes adversaires, parce qu'ils ne veulent pas voir en face la réalité. Non, pour essayer, cette idéologie, cette campagne a été développée, en particulier entre les deux tours. Lorsqu'on s'est retrouvé à l'issue du premier tour, je me suis retrouvé avec 44%, alors qu'Alpha Condé, qui devait aller au deuxième tour avec moi, n'avait que 18%. Il fallait essayer de mobiliser les Guinéens contre ces loups. Alors tout a été utilisé, des choses qui n'étaient pas décentes. Oui, c'est le peuple, voyez, c'est ça et ça, c'est tel son ambition, c'était un parti communautariste. Ce n'était pas la réalité déjà. Mais la perception a pu être ancrée grâce à une campagne de communication qui a été bien élaborée par les amis de M. Alpha Condé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont compris. On a dédiabolisé l'UFDG. J'ai été dans les régions de la Guinée forestière et de la Haute-Guinée, j'ai discuté avec les gens. Ça n'avait aucun fondement. Aucun fondement. Et il se trouve que les grandes infrastructures qui existent aujourd'hui en Haute-Guinée, elles ont été réalisées lorsque moi j'étais ministre des Travaux publics. Vous avez plus de 300 km de routes bitumées avec les 3 plus grands ouvrages de franchissement du pays qui ont été construits, un pont de 500 mètres à Djelbakoro, un pont de 370 mètres à Kouroussa, un autre pont de 250 mètres sur le Niger. Bon, donc les habitants de cette région se souviennent que j'ai fait la promotion de ces projets. Je me suis battu pour leur exécution dans le respect des budgets, dans le respect des délais, parce que j'avais
créer toutes les conditions pour que ces projets soient exécutés dans ces conditions-là et dans ces régions-là, parce que la région en avait besoin de ce désenclavement. Donc voilà, aujourd'hui, les gens savent, mes performances au cours de ces élections locales, aussi bien en Haute-Guinée, en Forêt qu'en Basse-Guinée, prouvent à suffisance que je suis un leader respecté et soutenu dans toute la Guinée, parce que les gens me connaissent, ils m'ont vu à l'épreuve, ils m'ont vu assumer de hautes fonctions dans ce pays, fonction de ministre des Travaux publics, fonction de Premier ministre, et à tous ces niveaux, ils savent que pour la localisation de son projet, je ne cherche d'abord sa rentabilité et l'opportunité de le réaliser dans la région en fonction des intérêts de la collectivité nationale et non par rapport à des intérêts particuliers. Et tous ces projets ont été réalisés, appellent à la concurrence, dépouillement rigoureux des offres et choix sur des bases objectives des entreprises à qui ces marchés ont été attribués. Donc les Guinéens me connaissent, ils ont eu le temps de réfléchir puisque j'ai été patient, j'ai accepté le vol de 2010 pour la paix, pour qu'il n'y ait pas une guerre ethnique, dans la mesure où on avait créé des tensions de nature ethnique à tel point que le refus aurait pu conduire le pays à des violences qui auraient pu aboutir à la guerre civile. Donc, les Guinéens ont apprécié tout ça. Aujourd'hui, si vous les intéressez, Cellou, c'est un homme de paix. Cellou, c'est un homme qui a travaillé dans toutes les régions de ce pays sans aucune discrimination. Et je me suis entouré dans mes cabinets de ressortissants aussi de toutes les ethnies et en provenance de toutes les régions. Non, ce n'est plus possible d'accepter, d'autant plus qu'aujourd'hui, les gens ont compris. C'est-à-dire que même en revendiquant légitimement une victoire acquise, je sais que j'aurai le soutien de tout le monde. Je serai le soutien de bonne foi, les hommes de progrès qui sont nombreux et qui existent dans toutes les ethnies et dans toutes les communautés. Aujourd'hui, on vote pour Cellou massivement en Forêt. Je suis premier à l'heure actuelle où je parle à Zéro-Kouré. Je suis en ballottage avec Alpha à Massanta, à Kissidougou. Je suis aujourd'hui premier à Matoto. Je suis premier à Kindia. Je suis en ballottage avec lui à Boké. Partout dans les régions, j'ai des électeurs qui croient en moi et qui sont prêts à me soutenir pour vraiment changer ce pays.